La clique dorée de Émile Gaboriau, 1871. Chapitre 1. S'il est à Paris une maison bien tenue et d'apparence engageante, c'est à coup sûr celle qui porte le numéro 23 de la rue Grange-Batelière. Dès le seuil éclate et reluit une propreté hollandaise, méticuleuse, jalouse, presque ridicule en ses recherches. Les passants se feraient la barbe dans les cuivres de la porte cochère, les dalles, polies au grès, étincellent, la pomme de l'escalier resplendit. Dans le vestibule, 3 ou 4 écriteaux révèlent le caractère du propriétaire et rappellent incessamment les locataires au respect dû au bien d'autrui, alors même qu'on en paye trop chèrement la jouissance. Essuyez vos pieds, SVP, disent ces écriteaux aux allants et venants. Il est défendu de cracher dans l'escalier. L'accès de la maison est interdit aux chiens. Cependant, cet immeuble tant soigné jouissait, dans le quartier, du plus fâcheux renom. Que s'y passait-il de pire qu'ailleurs, qu'au numéro 21, par exemple, ou au numéro 25 ? Rien, très probablement, mais les maisons, comme les gens, ont leur destinée. Au premier étage avaient planté leur tente 2 familles de rentiers, gens paisibles s'il en fut, aussi simples de mœurs que d'esprit. Un receveur de rente, quelque peu courtier marron, avait au 2e son appartement et ses bureaux. Le 3e était loué à un homme fort riche, un baron, disait-on, qui n'y faisait que de rares et courtes apparitions, préférant, à ce qu'il prétendait, le séjour de ses terres de Saintonge. Un brocanteur, on l'appelait le père Ravinet, encore qu'il n'eût qu'une 50aine d'années, moitié marchand de meubles et de curiosités, moitié marchand à la toilette, occupait tout le 4e, où il entassait les 1000 objets de ses commerces divers, qu'il achetait à l'hôtel des ventes. Au 5e étage, enfin, divisé en quantité de chambres et de cabinets, demeuraient des ménages peu aisés ou des employés, qui, presque tous, décampaient dès l'aurore, pour ne reparaître que le soir, le plus tard possible. Le 2e corps de logis, desservi par l'escalier de service, était peut-être moins honorablement habité, mais les petits logements sont si difficiles à louer. Quoi qu'il en soit, il rejaillissait quelque chose de la mauvaise renommée de la maison sur tous les locataires. Pas un n'eût trouvé seulement 100 sous de crédit chez les fournisseurs du quartier. Mais les plus compromis, à tort ou à raison, étaient les concierges, le sieur Chevassa et son épouse. Leurs collègues, entre guillemets, de la rue les évitaient, et il courait à leurs propos nombre d'histoires des moins édifiantes. Le sieur Chevassa avait de quoi, pensait-on, mais on l'accusait de prêter ses écus à la petite semaine et d'en tirer jusqu'à 100% par mois. Il était encore, assurait-on, l'homme de paille de 2 de ses locataires, le brocanteur et le receveur de rente, et se chargeait, pour leur compte, de l'exécution des pauvres débiteurs en retard. Les imputations dont on chargeait la Chevassa étaient bien autrement graves. On la garantissait prête à tout pour de l'argent et habituée à favoriser ou même à provoquer la mauvaise conduite des femmes qui habitaient sa maison. Les Chevassa, ajoutait-on, avaient été établis autrefois au faubourg Saint-Honoré et y avaient fait de mauvaises affaires. On comptait aussi qu'ils avaient un fils nommé Justin, beau garçon de 35 ans, lancé dans le plus grand monde, qu'ils adoraient bien qu'il rougît d'eux et les méprisât, et qui venait les visiter de nuit quand il avait besoin d'argent. Personne, il est vrai, ne le connaissait, ce fils. Personne, jamais, ne l'avait vu. Les Chevassa, eux,
haussait les épaules, soucieux seulement de bien vivre, disant qu'on serait fou de s'inquiéter de l'opinion du monde quand on a sa conscience pour soi et qu'on ne doit rien à personne. Cependant, vers la fin du mois de décembre dernier, un samedi soir, sur les 5 heures, les Chevassa allaient se mettre à table, quand le brocanteur du 4e, le père Ravinet, se précipita dans leur loge comme un tourbillon. C'était un homme de taille moyenne, scrupuleusement rasé, dont les petits yeux d'un jaune clair brillaient d'un éclat inquiétant sous d'épais sourcils en broussailles. Bien qu'habitant Paris depuis des années, il était vêtu en monsieur de campagne, portant gilet de soie à fleurs voyantes et longue lévite droite à grands collets. « Vite, Chevassa !» s'écria-t-il d'une voix troublée. « Prenez votre lampe et suivez-moi. Il est arrivé quelque malheur là-haut. » L'émotion du brocanteur, il passait pour ne se pas émouvoir aisément, devait bien plus que ses paroles effrayer les époux Chevassa. « Un malheur !» gémit la femme. « Il ne manquerait plus que cela. Mais enfin, qu'arrive-t-il, cher monsieur Ravinet ?»« Eh, le sais-je ? Il n'y a qu'un instant, je sortais de chez moi quand j'entends comme le râle d'un agonisant. Cela venait du 5e. Naturellement, je monte quelques marches, prêtant l'oreille. Silence complet. Plus rien. Je redescendais, croyant m'être trompé, quand arrive jusqu'à moi un gémissement, un sanglot, je ne sais trop comment vous expliquer cela, mais on aurait juré le dernier soupir d'une personne qui souffre horriblement et qui rend l'âme. Et alors, vite, je suis venu vous prévenir et vous chercher. Je ne puis rien garantir, bien entendu, mais il me semble, je parierais que j'ai reconnu la voix de cette jolie jeune fille qui demeure là-haut, mademoiselle Henriette. Allons, venez-vous ? Mais les concierges ne bougèrent pas. Mademoiselle Henriette n'est pas chez elle, déclara froidement la Chevassa. Et quand elle est sortie ce tantôt, elle m'a dit qu'elle ne rentrerait pas avant 9 heures. Ainsi, cher monsieur Ravinet, vous vous serez trompé. Les oreilles vous auront teinté. Non, je suis sûre que non. Mais n'importe, il faut aller voir. Durant cette explication, la porte de la loge n'avait pas été refermée, et plusieurs locataires qui traversaient le vestibule, entendant la voix du brocanteur et les exclamations de la portière, s'étaient arrêtés et écoutaient. « Oui, il faut aller voir !» insistèrent-ils. La volonté générale se manifestant ainsi impérieusement, le sieur Chevassa n'osa élever aucune objection nouvelle. « Marchons donc, puisque vous le voulez, » soupira-t-il. En s'armant de sa lampe, il s'engagea dans l'escalier, suivi du brocanteur, de son épouse et de 5 ou 6 personnes. Les pas de tout ce monde ébranlaient les marches, et d'étage en étage, les locataires entrebâillaient leurs portes pour savoir d'où venait tant de bruit. Et presque tous, en apprenant qu'il y avait peut-être quelque chose, s'empressaient de monter. Si bien que le sieur Chevassa avait une douzaine de curieux derrière lui quand il s'arrêta pour souffler sur le palier du 5e étage. La porte de la chambre de mademoiselle Henriette était la première du couloir de gauche. Il y frappa doucement, d'abord, et du bout du doigt, puis plus violemment, puis enfin de toutes ses forces, à grands coups de poing et jusqu'à ébranler les cloisons de tout l'étage. Et, entre chaque coup, « Mademoiselle Henriette !» criait-il. « Mademoiselle Henriette, on vous demande !» Rien, pas de réponse. « Ah !» fit-il d'un air niaisement triomphant. « Vous voyez bien !» Mais pendant que frappait le concierge, M. Ravinet s'était agenouillé devant la porte, s'efforçant de l'écarter de l'huisserie, appliquant tour à tour l'œil et l'oreille aux trous de la serrure et aux fentes. Tout à coup, il se redressa, blême. « C'est que c'est fini !» cria-t-il. « C'est que nous arrivons trop tard !» Et comme un murmure de doute s'élevait, « Vous n'avez donc pas de nez ?» ajouta-t-il, furieux.
Vous ne sentez donc pas cette abominable odeur de charbon ?» Toutes les narines se dilatèrent, et il fallut bien reconnaître que le brocanteur n'avait que trop raison. À la suite de l'ébranlement de la porte, l'étroit couloir s'emplissait d'âcres vapeurs. Il y eut parmi les assistants un frisson d'horreur, et une voix de femme dit « Elle se sera fait périr !» Chose singulière, mais trop fréquente en pareil cas, l'hésitation de tous les gens rassemblés là était visible. « Je vais aller quérir le commissaire », déclara enfin le sieur Chevassa. « C'est cela, » fit le brocanteur. « En ce moment, il est peut-être temps encore de secourir cette jeune fille. Quand vous reviendrez, il sera trop tard. »« Que faut-il donc faire ? » ?»« Briser la porte. »« C'est que je n'ose. »« Eh bien, j'oserais, moi !» Et, appuyant son épaule contre le bois vermoulu, le digne homme n'eut qu'une secousse à donner pour chasser le pêne de sa gâche. Aussitôt, il y eut parmi les curieux un mouvement instinctif de recul, une véritable panique. De la porte grande ouverte, des flots de gaz mortels s'échappaient. Cependant, la curiosité ne tarda pas à triompher de la peur. Nul ne doutait que la malheureuse jeune fille ne fût là, morte, et chacun, insensiblement, se rapprochait, tendant le cou pour tâcher de voir. Vains efforts. La lumière de la lampe s'était éteinte dans l'atmosphère viciée par l'acide carbonique, et l'obscurité y était profonde, intense, effrayante. On n'y distinguait rien, rien que la lueur rougeâtre du charbon achevant de se consumer sous la cendre, dans 2 réchauds posés à terre. On parlait d'entrer. Personne ne se proposait. Mais le père Ravinet ne s'était pas tant avancé pour rester là, dans le couloir. « Où est la fenêtre ?» demanda-t-il au sieur Chevassa. « À droite. Tenez, là. Bien, laissez-moi faire. » Et, bravement, le digne brocanteur s'élança, et presque aussitôt retentit le bruit des carreaux qu'il brisait. L'instant d'après, l'air de la chambre était devenu respirable, et tout le monde s'y précipitait. Hélas, c'était bien un râle d'agonie qu'avait entendu M. Ravinet. Sur le lit, garni d'une maigre paillasse, sans couverture ni drap, une jeune fille d'une 20aine d'années, vêtue d'une méchante robe de mérinos noir, était étendue, immobile, roide, inanimée. Toutes les femmes sanglotaient. « Mourir si jeune !» répétait-elle, « et mourir ainsi !» Cependant, le brocanteur, s'étant approché de l'infortunée, l'examinait. « Elle n'est pas morte !» s'écria-t-il. « Non, elle ne peut pas être morte. Allons, mesdames, avancez-vous et faites-lui l'aumône des premiers secours en attendant le médecin. » Et tout aussitôt, avec une assurance singulière, il indiqua ce qu'il y avait à tenter pour la rappeler à la vie. « De l'air !» expliquait-il. « De l'air ! Tâchez de faire entrer un peu d'air dans ses poumons. Débarrassez-la de ce qui la serre. Répandez sur elle de l'eau vinaigrée. Frictionnez-la avec de la laine. » Il s'était emparé de la situation. Il commandait. On lui obéissait passivement, encore qu'on ne conservât aucun espoir. « Malheureux enfant !» disait une femme. « C'est quelque amour contrarié qui l'aura mené là. »« Ou la misère !» murmurait une autre. C'est que la misère, en effet, inexorable, avait passé par cette triste chambre. On ne reconnaissait que trop ses traces, visibles autant que celles de l'incendie. Une commode et 2 chaises constituaient, avec le lit, tout le mobilier. Plus de rideaux à la fenêtre, nul vêtement de rechange au porte-manteau, pas un chiffon dans les tiroirs. Évidemment, tout ce qu'il y avait eu de vendable avait été vendu, petit à petit, pièce à pièce. Les matelas avaient suivi les effets, la laine d'abord, poignée par poignée, puis les enveloppes. Trop fière pour se plaindre, isolée par les pudeurs de la pauvreté, la malheureuse qui gisait là avait dû subir en cette chambre
toutes les angoisses du naufragé accroché à une épave au milieu de l'océan. Ainsi pensait le père Ravinet, quand une feuille de papier, sur la commode, attira ses regards. Il la prit. C'était comme le testament de la pauvre fille. « Qu'on n'accuse personne, avait-elle écrit. Je meurs volontairement. Je prie madame Chevassa de porter à leur adresse les lettres ci jointes. On lui remettra ce que je dois au propriétaire. Henriette. » Les 2 lettres étaient là. En effet, sur la première, le brocanteur lut « À monsieur le comte de la ville Audry, rue de Varennes, 115. » Et sur la seconde, « À monsieur Maxime de Brévent, 62 rue Laffitte. » Une flamme soudaine s'était allumée dans les petits yeux jaunes du vieux brocanteur. Un sourire mauvais plissa ses lèvres minces, et même une exclamation lui échappa. « Oh !» Mais ce ne fut qu'un éclair. Son front s'assombrit, et d'un regard inquiet et rapide, il embrassa la chambre, tremblant qu'on eût surpris quelque chose des impressions dont il n'avait pas été le maître. Non, personne ne l'avait épié, ni même ne songeait à lui, l'attention de tous se concentrant sur mademoiselle Henriette. Alors, d'un mouvement leste et précis, que lui eût envié un voleur à la tire, il fit disparaître dans la vaste poche de son immense lévite et la feuille de papier et les 2 lettres. Il était temps. La plus vive agitation se manifestait parmi les femmes penchées sur le lit de la jeune fille. L'une d'elles, pâle d'émotion, affirmait avoir senti le corps tressaillir sous sa main, et les autres soutenaient qu'elle s'était trompée. On allait bien voir, au surplus. Il y eut 20 secondes d'une indicible angoisse, 20 secondes solennelles, pendant lesquelles chacun retint sa respiration. Et enfin, un même cri d'espérance et de joie s'échappa de toutes les poitrines. « Elle a tressailli! Elle a bougé !» Il n'y avait pas à douter ni à nier, cette fois. L'infortuné avait eu un mouvement, bien faible, il est vrai, à peine sensible, mais enfin un mouvement. Un peu de sang remontait à ses joues blêmies, sa poitrine se soulevait par saccades, ses dents, convulsivement serrées, se desserraient, et sa bouche s'entr'ouvrant, on la voyait tendre le col en avant, cherchant instinctivement de l'air. « Elle vit !» exclamaient les femmes, non sans une sorte d'effroi, et comme si elles eussent vu s'accomplir un miracle. « Elle vit !» D'un bond, M. Ravinet fut près du lit. Une des femmes, c'était une des rentières du premier, soutenait dans le pli de son bras la tête de la jeune fille. Et la malheureuse promenait autour d'elle ce regard terne, sans chaleur et sans expression, qui est celui des fous. On lui adressa la parole. Elle ne répondit pas. Visiblement, elle n'entendait rien. « N'importe, prononça le brocanteur. Elle est sauvée maintenant. Et quand le médecin arrivera, il trouvera le plus fort de la besogne fait. Mais elle a besoin de soins encore, cette enfant, et nous ne pouvons la laisser ainsi. » Ce que cela signifiait, tous les assistants le comprirent très bien, et cependant, c'est à peine si un timide « c'est juste » accueillit la proposition. Cette froideur ne déconcerta pas le bonhomme. « Il va falloir la coucher, » poursuivit-il, « et pour cela, il faudrait des matelas, des draps, des couvertures. Il faudrait du bois, car il fait un froid de loup, et aussi du sucre pour de la tisane, et de la bougie. » Il ne disait pas tout, à beaucoup près, mais il disait bien assez, trop même, pour les gens qui étaient là. Et la preuve, c'est que dès le début, la dame du courtier marron, du second, déposa noblement une pièce de 5 francs sur le coin de la cheminée et, sans bruit, gagna la porte. Plusieurs autres, pareillement, s'esquivèrent, qui, par exemple, ne déposèrent rien. Si bien que lorsqu'il acheva, le père Ravinet n'avait plus près de lui que le couple Chevassa et les 2 rentières du premier.
Et encore, ces deux dames échangeaient des regards de détresse, calculant sans doute mentalement ce qu'allait leur coûter leur curiosité. Le brocanteur avait-il prévu cette généreuse désertion? On lui dit, à regarder sa physionomie narquoise. « Bon petit cœur, va, fit-il. Puis, haussant les épaules, « Heureusement, ajouta-t-il, je vends un peu de tout, et encore d'autres choses. Attendez-moi une minute, je descends et en 2 tours j'aurai remonté le plus pressé. Pour le reste, on s'arrangera. » Le visage de la portière était à peindre. De sa vie, elle n'avait été si étonnée. « On m'a changé mon père à Ravinet, murmura-t-elle, ou je deviens folle. » Il est de fait que le brocanteur ne passait pas précisément pour un mortel sensible et magnifique. On citait de lui des traits à rendre Harpagon rêveur et à tirer une larme de l'œil d'un huissier. Ce qui n'empêche qu'il ne tarda pas à reparaître, pliant sous le faix de 2 matelas presque neufs, et qu'à un second voyage, il rapporta bien plus qu'il n'avait annoncé. Mademoiselle Henriette, maintenant, respirait plus librement, mais sa physionomie gardait encore sa désolante immobilité. La vie s'était réveillée avant l'intelligence, et il était clair qu'elle n'avait aucunement conscience de sa situation, ni de ce qui se passait autour d'elle. Même, cela ne laissait pas que d'inquiéter les 2 rentières, prodigues de dévouement à cette heure qu'elles ne tremblaient plus pour leur bourse. « Bast, c'est toujours comme cela, affirma carrément le père Ravinet. Et d'ailleurs, le docteur la saignera, s'il en est besoin. » Et, se retournant vers le sieur Chevassa, « Mais nous gênons ces dames, mon brave, continua-t-il. Allons, descendons chez moi prendre quelque chose. Nous remonterons quand l'enfant sera bien douillettement installé dans son lit. » Le logis de ce digne homme n'était, à vrai dire, que le magasin où il entassait pêle-mêle les objets les plus disparates. Il vivait au milieu de ce chaos, sans endroit fixe pour se tenir, campant ici ou là, suivant que le hasard des achats et des ventes laissait un espace vide dans une pièce ou dans l'autre, dormant une nuit dans un lit Louis XV de 100 louis et la nuit d'après sur une couchette de fer de 15 francs. Pour l'instant, il était établi dans un étroit cabinet aux 3/4 encombré seulement, et c'est là qu'il introduisit le portier. Il commença par emplir d'eau-de-vie 2 petits verres, plaça une bouillotte devant le feu, et se laissant tomber sur un fauteuil, « Eh bien, monsieur Chevassa, commença-t-il, voilà un événement. » Stylé sans doute par son épouse, le concierge ne répondit ni oui ni non, mais l'autre savait son monde et connaissait les secrets qui délient certaines langues. « Ce que cela aura d'ennuyeux pour vous, poursuivit-il d'un air détaché, c'est que le commissaire de police, très probablement, sera prévenu par le médecin et ouvrira une enquête. » Du coup, le sieur Chevassa faillit lâcher son petit verre. « La police fera une descente ici, s'écria-t-il. Alors, bonsoir les voisins, la maison est définitivement perdue. La peste étouffe cette coquine de là-haut. Mais vous vous trompez sans doute, cher monsieur Ravinet. Point. Seulement, vous vous exagérez les conséquences. On vous demandera tout bonnement qui est cette jeune fille, de quoi elle vit, où elle demeurait avant de venir. C'est que précisément, je n'en sais rien. » Le vieux brocanteur parut tomber des nues. Ses sourcils se froncèrent, et, hochant la tête, « Bigre, fit-il, voilà qui complique la question. Comment donc mademoiselle Henriette habite-t-elle votre maison ? » Manifestement, le portier était dans ses petits souliers. Sinon pour cela, du moins pour autre chose. « Oh, c'est simple comme bonjour, répondit-il. Et si vous voulez que je vous conte l'affaire, vous verrez qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Soit, parlez. Pour lors, donc, c'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Voilà qu'un matin m'arrive un particulier, tout ce qu'il y a de mieux couvert. Le lorgnon à l'œil,
insolent comme un valet de bourreau, enfin, un jeune homme très comme il faut. Il me dit qu'il vient de voir à notre porte l'écriteau d'une chambre à louer présentement, et il me demande de la lui montrer. Naturellement, je lui réponds que c'est un taudis qui n'est pas fait pour une personne comme lui, mais il insiste, et ma foi, je le conduis. À la chambre qu'occupe mademoiselle Henriette? Précisément. Je pensais qu'il allait faire le dégoûté. Pas du tout. Il regarde où donne la fenêtre, comment ferme la porte, si la cloison est épaisse, et finalement il me dit « Cela me convient, voici le denier, adieu ». Et v'lan, il me met 20 francs dans la main. Les bras me tombaient. Si monsieur Ravinet était intéressé, il n'y paraissait guère, son visage gardant l'air distrait et ennuyé de l'homme forcé d'écouter les affaires d'autrui. Et qui est-ce jeune homme, si comme il faut? Interrogea-t-il. Ah, dame, ni moi non plus. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il s'appelle Maxime. À ce nom, comme sous une douche lui tombant sur la tête, le vieux brocanteur tressauta sur son fauteuil. Il pâlit et un regard étrange traversa ses petits yeux jaunes. Mais il se remit vite, si vite que le concierge ne remarqua rien, et d'un ton indifférent « Ce beau-fils ne vous a donc pas dit son nom de famille ?» demanda-t-il. « Non. Cependant, pour aller aux informations. » Et voilà bien le diable, je n'y suis pas allé. Peu à peu, et non sans de visibles efforts, le sieur Chevassa se redressait. C'était à croire que, d'avance, il assurait son maintien contre les questions possibles d'un commissaire de police. « Je sais bien que je suis fautif, poursuivit-il, mais à ma place, cher monsieur Ravinet, vous n'auriez pas agi autrement que moi. Jugez plutôt. Ma chambre était louée à ce jeune homme, à ce monsieur Maxime, n'est-ce pas, puisque j'avais son louis en poche. Poliment, je lui demande, comme d'usage, où il demeure et s'il a des meubles pour répondre du loyer. Ah bien, ouitch, sans seulement me laisser finir, il se met à me rire au nez. Oh, mais à rire. Ai-je donc l'air, me dit-il, d'un homme à habiter un pareil chenil? Et voyant que je restais tout interloqué, il m'explique qu'il loue ça pour y établir une jeune personne de province à laquelle il s'intéresse, et que même la location et les quittances doivent être au nom de cette personne, qui est donc mademoiselle Henriette. Cela se comprenait, n'est-ce pas? Néanmoins, comme il était du devoir de mon état de m'informer de cette demoiselle, je m'informe, toujours poliment. Mais lui m'envoie promener, me disant qu'il n'a pas de compte à me rendre et qu'il va envoyer des meubles pour garnir la chambre. Il s'arrêta, attendant un mot, un signe d'approbation du vieux brocanteur. Cet encouragement ne venant pas, il continua. Bref, je n'osais pas insister, et tout se passa comme l'avait voulu monsieur Maxime. Le jour même, un marchand apporta les meubles que vous avez vus là-haut, et le lendemain soir, sur les 11 heures, mademoiselle Henriette arriva. Ah, son bagage n'était pas lourd. Tout son sein frusquin tenait dans un petit sac de voyage qu'elle portait à la main. Penché vers la cheminée, le digne brocanteur ne semblait préoccupé que d'activer l'ébullition de l'eau qu'il venait de placer devant le feu. « Mais t'avis, mon brave homme, prononça-t-il, que vous avez agi fort légèrement. Pourtant, s'il n'y a que ce que vous dites, je ne crois pas qu'on puisse vous inquiéter. » « Quelle autre chose voulez-vous donc qu'il y ait ? Dame, je ne sais pas, moi. Si cette jeune fille avait été enlevée par monsieur Maxime, si vous aviez prêté la main à son enlèvement, je vous verrais dans de vilains draps. Le code ne plaisante pas quand il s'agit de mineurs. » Le portier eut un beau geste de protestation. « Je dis toute la vérité, déclara-t-il. Mais c'est ce dont le père Ravinet ne semblait pas parfaitement convaincu. « Cela vous regarde, dit-il, avec un haussement d'épaules. Cependant,
tenez pour sûr qu'on vous demandera comment une de vos locataires a pu tomber dans un si extrême dénuement sans que vous ayez prévenu personne. Oh, moi, d'abord, je ne m'occupe pas de mes locataires, ils sont maîtres chez eux. Bien, cela, monsieur Chevassa, très bien. Ainsi, vous ignoriez que monsieur Maxime eût cessé de voir mademoiselle Henriette? Il n'avait pas cessé de la voir. D'un mouvement, le plus naturel du monde, le père Ravinet leva les bras au ciel, et d'un accent d'horreur. « Est-ce possible ?» s'écria-t-il. « Ce beau-fils aurait donc connu la détresse de la pauvre enfant? Il aurait donc su qu'elle mourait de faim ?» De plus en plus, le sieur Chevassa semblait sur des charbons ardents. Il commençait à entrevoir et la portée des questions du vieux brocanteur et l'ineptie de ses propres réponses. « Ah, vous m'en demandez trop long, interrompit-il. Je ne suis pas chargé de surveiller monsieur Maxime, n'est-ce pas? Pour ce qui est de mademoiselle Henriette, dès qu'elle sera sur pied, la petite Poison, je vais vous la faire déguerpir et plus vivement que ça. » Le vieux brocanteur hochait gravement la tête. « Cher monsieur Chevassa, prononça-t-il de sa plus douce voix, vous ne ferez pas ce que vous dites. Par la raison que dès ce moment, je réponds du loyer de cette jeune fille. Bien plus, si vous voulez m'obliger, vous serez bon pour elle, très bon, et même respectueux. » Il n'y avait pas à se méprendre à la signification du mot « obligé » tel qu'il le soulignait, et cependant il allait ajouter d'autres recommandations encore quand une voix éraillée retentit dans l'escalier, criant « Chevassa! Où donc es-tu, Chevassa ?» Mon épouse, fit le portier, et ravi d'échapper au père Ravinet. « Compris, dit-il, fort vite. On la traitera, votre demoiselle, aussi délicatement que la fille du propriétaire en personne. Sur quoi, excusez, la loge est seule, on m'appelle. Il faut que je descende. » Et sans attendre, il s'esquiva, ne concevant rien au soudain intérêt du vieux brocanteur pour la locataire du 5e. « Gredin, va !» murmurait alors le père Ravinet. « Vil gredin !» Mais il avait appris ce qu'il souhaitait. Il était seul et il n'avait pas, estimait-il, une minute à perdre. Vivement, il retira du feu la bouillotte et, sortant de sa poche les lettres soustraites à mademoiselle Henriette, il plaça au-dessus de l'eau bouillante celle qui portait l'adresse de monsieur Maxime de Brévent. En moins de rien, la vapeur eut humecté puis liquéfié la gomme qui fermait l'enveloppe. Dès lors, il devenait facile, moyennant quelques précautions, de l'ouvrir et de la refermer ensuite, sans qu'il restât trace de l'abus de confiance. Ainsi fit le vieux brocanteur. Et voici ce qu'avait écrit mademoiselle Henriette. « Vous triomphez, monsieur de Brévent. Quand vous lirez cette lettre, je serai morte. Allez, redressez la tête, soyez délivrés de vos terreurs. Daniel peut revenir, j'emporte dans la tombe le secret de votre lâcheté et de votre infamie. Non, cependant, non. Je puis vous pardonner, moi qui n'ai plus que quelques instants à vivre. Dieu ne vous pardonnera pas. Je serai vengé, je le sens, et s'il faut un miracle, il se fera, pour que l'honnête homme qui vous croyait son ami, pour que Daniel sache comment est morte et pourquoi la malheureuse confiée à son honneur. H. Les poings du bonhomme se crispaient. L'honneur de Maxime de Brévent, grondait-il avec un de ces ricanements qui sont la dernière expression de la haine. L'honneur de Maxime de Brévent. Mais sa terrible agitation ne l'empêchait pas de répéter pour la lettre adressée au comte de la ville Audry l'opération qui venait de lui si bien réussir. Bientôt il la tint en sa possession, et sans plus de scrupules,
il lut. Jusqu'à ce matin, mon père, brisé d'angoisse et défaillante de besoin, j'ai attendu une réponse à la lettre suppliante que je vous écrivais à genoux. Vous ne m'avez pas répondu. Vous restez impitoyable. C'est donc qu'il faut que je meure. Je vais mourir. Hélas, je ne puis dire que ce soit volontairement. Il faut que je vous paraisse bien coupable, mon père, pour que vous m'abandonniez ainsi à la haine atroce de Sarah Brandon et des siens. Et cependant, j'ai bien souffert, j'ai bien lutté avant de quitter furtivement votre maison, cette maison où ma mère est morte, où j'ai été si heureuse et tant aimée enfant, entre vous deux. Si vous saviez. C'était bien peu de choses, pourtant, ce que j'implorais de votre pitié. Les moyens d'ensevelir dans quelque couvent ma honte imméritée. Oui, imméritée, mon père, car je peux vous le dire, et on ne ment pas au moment où je suis. Si la réputation est perdue, l'honneur est sauf. De grosses larmes roulaient le long des joues du bonhomme, et c'est d'une voix étranglée qu'il murmura. Pauvre, pauvre fille. Et dire que depuis 1 an, sans le savoir, je vivais à 2 pas d'elle, sous le même toit. Mais me voici, j'arrive encore à temps. Oh, le hasard, quand il s'en mêle, quel auxiliaire! Assurément, les habitués de l'hôtel Drouot eussent hésité à reconnaître le père Ravinet, tant était prodigieuse sa soudaine transformation. Non, ce n'était plus là le brocanteur rusé, le vieux malin à la face triviale et narquoise qu'il voyait à toutes les ventes. Assis au premier rang, guettant les bonnes occasions, de glace au plus fort du feu des enchères. Les 2 lettres qu'il venait de lire avaient avivé en son âme des blessures atroces et mal cicatrisées. Il souffrait, et la douleur, la colère, l'espoir d'une vengeance longtemps attendue rehaussaient sa physionomie d'une étrange expression d'énergie et de noblesse. Le coude sur une table, le front entre les mains, l'œil perdu dans l'espace, il semblait évoquer les misères du passé ou suivre, dans les brumes de l'avenir, quelques projets à peine ébauchés et mal définis encore dans son esprit. Et sa pensée débordant, pour ainsi dire, comme l'eau d'un vase trop plein, se répandait en un monologue incohérent et à peine saisissable. « Oui, murmurait-il, oui, je te reconnais là. Sarah Brandon. Pauvre fille. À quelles abominables intrigues succombe-t-elle? Et ce Daniel, qui la confie à Maxime de Brévent? Qui est-il? Comment, en sa détresse, ne s'est-elle pas adressée à lui? Si elle voulait se confier à moi! Quel coup du sort! Par quel moyen lui arracher la vérité tout entière? Le timbre d'une vieille pendule qui sonnait 7 heures fit tressaillir le bonhomme et brusquement le rappela à la réalité. « Bigre, grommela-t-il, j'allais m'endormir sur la besogne. Et ce n'est pas l'occasion. Il faut que je remonte confesser l'enfant. » Et aussitôt, avec une dextérité inquiétante, il remit les lettres dans les enveloppes, les sécha, les lissa et les soumit à une vigoureuse pression, jusqu'à faire totalement disparaître les boursouflures occasionnées par la vapeur. Puis, au bout d'un moment, contemplant son ouvrage d'un air satisfait, « Voilà qui n'est pas mal, fit-il. Un directeur des postes n'y verrait que du feu. Je puis me risquer. » Et sur ce, s'élançant dehors, il regagnait d'un pied leste le 5e étage, quand la portière, madame Chevassa, lui barra l'escalier, descendant si fort à propos que, très évidemment, elle avait épié sa sortie. « Eh bien, cher monsieur Ravinet, fit-elle de son air le plus aimable, qui, certes, ne l'était guère. Vous voilà donc le banquier de mademoiselle Henriette? Oui. Qu'avez-vous à y redire? Oh, rien. Vos affaires ne sont pas les miennes, seulement... Elle s'arrêta,
Un sourire cynique effleura ses lèvres plates, et elle ajouta « Seulement, elle est fameusement jolie, mademoiselle Henriette, et à mon appart, je me disais « Tiens, il n'a pas mauvais goût, monsieur Ravinet. » Une réplique indignée montait aux lèvres du bonhomme, mais il sut la retenir, comprenant combien il lui importait d'abuser la portière, et se contraignant à sourire. « Vous savez que je compte sur votre discrétion, fit-il, et il monta. Alors, il dut au moins rendre à la Chevassa et aux deux rentières du premier étage cette justice, qu'elles avaient bien employé le temps et fort adroitement tiré parti des ressources qu'il avait mises à leur disposition. La chambre, si froide et si désolée l'instant d'avant, de mademoiselle Henriette, avait pris, grâce à leurs soins, un air d'aisance qui réjouissait. Une lampe, dont un abat-jour atténuait la lumière, brûlait sur la commode. Un bon feu clair flambait dans la cheminée. On avait tendu un vieux rideau en plusieurs doubles devant la fenêtre pour remplacer provisoirement les carreaux brisés, et sur la table, recouverte d'un tapis, il y avait une théière, une tasse de porcelaine et 2 petites fioles de pharmacien. C'est que le médecin était venu en l'absence de monsieur Ravinet. Il avait saigné la malade, lui avait prescrit une potion et s'était retiré en déclarant qu'il n'y avait plus à garder l'ombre d'une inquiétude. Seule, en effet, la pâleur de la pauvre jeune fille trahissait ses souffrances et le danger qu'elle avait couru. Étendue dans son lit, maintenant garni de bons matelas et de draps bien blancs, la tête très haussée sur ses oreillers, elle respirait librement. On le voyait au mouvement égal et régulier de sa poitrine, soulevant les couvertures. Mais avec la vie et l'intelligence, la liberté de réfléchir à l'horreur de sa situation et la faculté de souffrir lui étaient revenues. Le front appuyé sur son bras, qui disparaissait presque sous les boucles d'or de sa chevelure, immobile, l'œil obstinément fixé dans le vide, comme si elle eût essayé de percer les ténèbres de l'avenir, elle eût semblé la statue de la douleur, ou plutôt de la résignation, sans les grosses larmes qui coulaient silencieuses le long de ses joues. Sa beauté rare empruntait aux circonstances quelque chose d'immatériel et de si saisissant que le père Ravinet en demeura cloué par l'admiration sur le seuil de la porte restée ouverte. Mais il ne tarda pas à songer qu'il pouvait être surpris là, en flagrant délit d'espionnage, et que, certainement, on se méprendrait sur ses sentiments. Il toussa donc pour annoncer sa présence et entra. Au bruit, mademoiselle Henriette s'était redressée. Apercevant le vieux brocanteur, « Ah, c'est vous, monsieur, prononça-t-elle d'une voix faible. Ces dames qui m'ont soignée m'ont tout appris. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. » Elle hocha la tête, et lentement. « C'est un triste service que vous m'avez rendu là, monsieur. » Cela fut dit simplement, mais en même temps avec une si navrante expression de douleur que le père Ravinet en fut épouvanté. « Malheureux enfant !» s'écria-t-il. « Songeriez-vous donc à renouveler votre horrible tentative ?» Elle ne répondit pas. N'était-ce pas comme si elle eût répondu « oui » ? « Mais c'est de la folie !» s'écria le vieux brocanteur, en proie à la plus vive agitation. « À 20 ans, désespéré de la vie, cela ne s'est jamais vu. Vous souffrez, mais soupçonnez-vous seulement les compensations que l'avenir vous réserve. » Du geste, elle l'interrompit. « Il n'était plus d'avenir pour moi, monsieur, quand j'ai demandé à la mort un refuge. » « Cependant, oh, ne cherchez pas à me convaincre, monsieur. Ce que j'ai fait, je devais le faire. Je sentais la vie me quitter. J'ai voulu abréger les tortures. Il y avait 3 jours que je n'avais mangé, quand j'ai allumé du charbon ici. Et pour me le procurer, ce charbon, j'ai eu recours à une supercherie. J'ai trompé la marchande qui me l'a donné à crédit.
Ah, Dieu sait cependant que ce n'était pas le courage qui me manquait. Avec quelle joie et de quel cœur j'eusse travaillé aux plus grossiers ouvrages. Mais savais-je, moi, où et comment on trouve de l'ouvrage? 100 fois j'ai supplié madame Chevassa de m'en procurer, mais toujours elle se moquait de moi en riant, et quand j'insistais, elle me disait... Elle s'arrêta, et un flot de sang empourpra son visage. Ce que lui disait la portière, elle n'osait le répéter. Mais c'est d'une voix que faisait trembler la rancune de sa dignité de femme et de toutes ses pudeurs outragées qu'elle dit: « Ah, cette femme est une indigne créature !» De quoi était capable la Chevassa, le vieux brocanteur ne pouvait l'ignorer. Il ne devinait que trop par quel conseil elle avait dû répondre à cette malheureuse de 20 ans, qui, en sa détresse profonde, s'adressait à elle. Cependant, un juron lui échappa, qui eût assurément bien étonné l'estimable portière. Et vivement: « Assez, mademoiselle, s'écria-t-il, assez, je vous en prie. Ce que vous avez enduré, ne le sais-je pas? J'ai vu la misère de près aussi, moi. Votre résolution désespérée de ce soir, je ne l'ai que trop comprise. Comment ne s'abandonner pas soi-même, quand on est abandonné de tout et de tous? Mais je ne m'explique plus votre découragement à cette heure que la situation n'est plus la même. Hélas, monsieur, en quoi a-t-elle changé? Comment? En quoi? Ne suis-je donc pas là, moi? Quoi? Après avoir eu la chance d'arriver à temps, je vous abandonnerais? Ce serait du propre. Non, non, jeune fille, reposez en paix. Je veille. La misère n'approchera plus. Il vous faut un défenseur, un conseiller. Me voilà, solide au poste. Et si vous avez des ennemis, gare à eux. Allons, souriez aux jours meilleurs qui vont se lever. Mais elle ne souriait pas. La stupeur, presque l'effroi, se peignait sur son visage. Concentrant en un puissant effort tout ce qu'elle avait de pénétration, elle attachait sur le bonhomme un regard obstiné, espérant arriver jusqu'au fond de sa pensée. Lui ne laissait pas que d'être déconcerté du peu de succès de son éloquence. « Douteriez-vous donc de mes promesses ? demanda-t-il. Elle secoua la tête, et laissant tomber ses paroles une à une, comme pour leur donner une valeur plus grande. « Pardonnez-moi, monsieur, prononça-t-elle, je ne doute pas, mais je me demande quels sont mes titres à la généreuse protection que vous m'offrez. » Affectant plus de surprise qu'il n'en ressentait, assurément, le père Ravinet levait les bras au ciel. « Mon Dieu !» interrompit-il, « elle suspecte mes intentions. »« Monsieur !»« Et que pouvez-vous craindre de moi? Je suis vieux, vous êtes une enfant. Je vous viens en aide, n'est-ce pas tout naturel et tout simple ?» Elle se tut, et lui, pendant un moment, demeura pensif, comme s'il eût cherché la cause de cette résistance. Tout à coup, se frappant le front: « J'y suis, fit-il. La Chevassa vous aura parlé de moi. Ah, langue de vipère, je l'écraserai quelque jour. Voyons, soyez franche. Que vous a-t-elle dit? » Il espérait un mot, au moins. Il attendit. Rien. Alors, avec une violence contenue, et en un langage inattendu, certes, de sa part, « Eh bien, reprit-il, ce qu'elle vous a dit, cette vieille coquine, je vais vous le répéter. Elle vous a dit que le père Ravinet est un personnage équivoque et dangereux, exerçant dans l'ombre toutes sortes d'industries inconnues et inavouables. Elle vous a dit que ce vieux est une manière d'usurier, sans foi ni loi, sans autre morale que le gain, trafiquant de tout avec tous, vendant selon le goût des gens de la vieille ferraille ou des cachemires, hypothéquant son argent sur des gages qui n'en sont pas, le talent des hommes et la beauté des femmes. Elle a dû vous dire en un mot que pour une femme, être protégée par moi est un bonheur,
et vous avez compris que ce serait un opprobre. » Il s'arrêta, comme pour laisser à la jeune fille le temps de porter un jugement, et d'un ton plus calme. « Admettons, poursuivit-il, que ce père Ravinet que vous a dit la Chevassa existe. Il en est un autre, que bien peu connaissent, que certains malheurs troublent profondément. C'est celui-là qui s'offre à vous. » Se faire mauvais à plaisir, se charger même de vices qu'on n'a pas, c'est une tactique excellente pour ensuite être cru sur parole quand on se vante de certaines qualités qu'on a ou qu'on voudrait paraître avoir. Si tel fut le calcul du vieux brocanteur, il échoua complètement. Mademoiselle Henriette demeura de glace. « Croyez, monsieur, fit-elle, que je vous suis reconnaissante, comme il convient, des efforts que vous faites pour me convaincre. » Le bonhomme eut un geste de dépit. « En un mot, vous repoussez mes offres parce que je ne trouve pas une raison vulgaire pour les justifier. Que vous dire, cependant? Voyons, supposez que j'ai une fille, qu'elle s'est enfuie, que je ne sais ce qu'elle est devenue, et que c'est en souvenir d'elle que je voudrais étendre sur vous ma protection. Ne puis-je pas m'être dit que peut-être, de même que vous, elle se débat dans les angoisses de la faim, abandonnée par son amant? » La jeune fille, à ce mot, pâlit, et se haussant sur ses oreillers. « Vous vous méprenez, monsieur, interrompit-elle. Ma situation, je ne le sais que trop, justifie tous les soupçons. Cependant, je n'ai pas d'amant. » Alors, lui. « Je vous crois, mademoiselle, je vous jure que je vous crois. Mais, cela étant, comment vous trouvez-vous ici, réduite aux dernières extrémités de la misère, vous? » Enfin, le père Ravinet venait de frapper juste. L'émotion gagnait la jeune fille. 2 larmes brûlantes jaillirent de ses yeux. « Il est de ces secrets, murmura-t-elle, qu'il n'est pas permis de révéler. »« Même pour défendre son honneur et sa vie ? » ?»« Oui. »« Cependant… » »« Oh, n'insistez pas, monsieur. » Si mademoiselle Henriette eût connu le vieux brocanteur, elle eût lu dans le regard qu'il lui jeta la satisfaction qu'il éprouvait. C'est que, désespérant, l'instant d'avant, de rien obtenir, il se croyait désormais assuré du succès. Le moment lui paraissait venu de frapper le coup décisif. « J'ai essayé de forcer votre confiance, mademoiselle, prononça-t-il, je l'avoue. Mais votre intérêt seul me guidait. S'il en était autrement, me serais-je adressé à vous, quand, pour surprendre les confidences que je vous demande, je n'avais qu'à déchirer une mince feuille de papier? » La malheureuse ne put retenir un cri. « Mes lettres !»« Je les ai. »« Ah, c'est donc cela, que les dames qui me soignaient les ont en vain cherchées partout. » J'ai voulu les soustraire à la curiosité des personnes qui étaient là. »« Et vous ne les avez pas ouvertes ?» Pour toute réponse, il les tira de sa poche, et avec un beau geste, le geste de l'innocence injustement soupçonnée, il les posa sur le lit. Les enveloppes, en apparence du moins, étaient parfaitement intactes. Mademoiselle Henriette le constata d'un coup d'œil, et tendant la main au vieux brocanteur. « Je vous remercie, monsieur, » dit-elle. Lui ne sourcilla pas. Il sentait que cette preuve menteuse de probité avançait plus ses affaires que tous ses discours. Aussi se hâta-t-il de poursuivre. « Par exemple, mademoiselle, je n'ai pu m'empêcher de lire les adresses et d'en tirer des conjectures. Qui est le comte de la ville Audry? Votre père, n'est-ce pas? Et monsieur Maxime de Brévent? C'est le jeune homme qui venait vous visiter. Ah, si vous vouliez vous fier à moi, si vous saviez combien il est aisé, parfois, avec un peu d'expérience, de dénouer les situations qui semblent le plus inextricables. » Visiblement, elle était ébranlée. « Du reste, ajouta-t-il,
Attendez d'être remise pour prendre une détermination. Réfléchissez. Nous sommes gens de revue. Et vous ne me direz que ce que vous jugerez indispensable pour que je puisse vous conseiller. Oui, en effet. Comme cela, peut-être. Alors, j'attendrai. Oh, tant que vous voudrez. 2 jours, 10 jours. Soit. Seulement, mademoiselle, je vous en prie, jurez-moi de renoncer à vos horribles projets de suicide. Je vous le jure, monsieur, sur mon honneur de jeune fille. Le père Ravinet eut une exclamation joyeuse. Adjugé, s'écria-t-il. Et à demain, mademoiselle, car tel que vous me voyez, je tombe de sommeil et je vais me coucher. Mais il mentait, car il ne regagna pas son appartement. Si exécrable que fût le temps, il sortit et, une fois dans la rue, il alla se blottir dans une encoignure, d'où il pouvait surveiller exactement l'entrée de sa maison. Il y resta longtemps, au froid et à la pluie, jurant de temps à autre et battant la semelle pour se réchauffer. Enfin, comme 11 heures sonnaient, une voiture de place s'arrêta devant le numéro 23. Un jeune homme en descendit, qui sonna à la porte. On lui ouvrit, il entra. « Maxime de Brévent » murmura le vieux brocanteur. Et d'une voix sourde, « Je savais bien qu'il viendrait, le brigand, voir si le charbon a fait son œuvre. » Mais déjà le jeune homme ressortait et remontait dans la voiture qui partit grand train. « Hé hé !» ricana le vieux brocanteur, « pas de chance, mon garçon, le coup est manqué, et il va falloir chercher autre chose. Et je suis là, cette fois, et je te tiens, et au lieu d'un compte à régler, nous en aurons 2.